monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tête Inouïe Télévision. Voici les principaux titres de cette édition. Une étude sur la migration des baleines à bosse, Odyssey for Life, est un projet international pour la protection des baleines. Il réunira plusieurs scientifiques et experts durant 5 ans entre la Polynésie française et l'Antarctique. Les blobs, ces organismes spongieux qui ressemblent à des petits arbres jaunes, fascinent les scientifiques du monde entier. Audrey Dussutour, spécialiste du blob au CNRS, est actuellement en Polynésie française pour étudier les spécimens locaux. L'Union du sport scolaire polynésien informe actuellement des arbitres pour répondre aux besoins des fédérations de sport collectif. Les détails dans ce journal. Et puis dans cette édition, nous rejoindrons notre journaliste Nicolas Pérez qui se trouve actuellement à l'école Taïmoana où des ateliers ont été prévus pour la nuit de la lecture. Odyssey for Life, un projet international pour la protection des baleines. Agnès Bennett de l'association Mata Tora compte réunir des experts du Fénois, du Canada ou encore d'Espagne et de la France pour mener pendant 5 ans une étude scientifique innovante sur la migration des baleines depuis la Polynésie française jusqu'en Antarctique. Thomas Chabrol et Méritiato. Elles sont des indicateurs précieux de l'état de santé des océans. Les baleines à bosse n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets, notamment lors de leur migration. Pour tenter d'en percer quelques-uns, Agnès Benet et une équipe internationale s'engagent dans une nouvelle expédition. Odyssey for Life, c'est son nom. Ce programme de recherche innovant permettra notamment de récupérer des données bactériologiques dans le souffle des baleines. Alors, je prépare ce projet depuis 3 ans pour justement mettre en place des techniques et des méthodes innovantes, non invasives. On vient de publier avec le laboratoire de recherche des îles Canaries une nouvelle méthode innovante pour analyser la génétique par le souffle, mais aussi les bactéries, les virus. On peut avoir beaucoup d'informations dans le souffle et donc en fait c'est complètement non invasif puisqu'on passe avec un petit drone et des boîtes de pétri pour récolter le souffle de la baleine. Car le mot d'ordre de cette aventure scientifique sera de respecter les cétacés à chaque étape des recherches. Un comité éthique et vétérinaire est d'ores et déjà créé. Agnès Benet a intégré le centre de recherche sur les cétacés d'Espagne. Elle s'entoure de spécialistes locaux, mais aussi du Canada. Un film documentaire sera réalisé pour raconter les découvertes à venir et sensibiliser le grand public. Quand Agnès m'a approché avec l'idée de faire de la recherche sur la migration des baleines, j'ai tout de suite pensé que ce projet-là avait un potentiel extraordinaire. Donc, ce qu'on cherche à faire ici, c'est pas de faire simplement des constats, mais c'est d'aller beaucoup plus loin en racontant l'histoire scientifique de la recherche, l'aventure sur le bateau, l'aventure qui est humaine, mais surtout l'aventure d'une baleine et de son baleineau qui fait la migration vers l'Antarctique. Un des enjeux de cette odyssée est de mieux comprendre les migrations et de cartographier les couloirs empruntés par les baleines avec leurs baleineaux lorsqu'elles retournent vers les eaux froides. Mais on ne sait pas exactement par où ils passent et comment s'organise la migration. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il y a beaucoup de collisions sur leur route et ce que l'on cherche à faire, c'est protéger les baleines des collisions en cartographiant les couloirs migratoires et par la suite interdire les courses, notamment IMOCA, dans ces couloirs. Donc on est déjà en discussion avec les comités de course et on travaille avec les navigateurs professionnels. L'Odyssey for Life se déroulera sur 5 ans. Les données recueillies permettront de dresser aussi un état de santé des océans et de mesurer l'impact des pollutions et du changement climatique sur les baleines à bosse. L'équipe vise cette année 10 baleines et 10 autres l'an prochain. Les images ont été publiées ce vendredi par le chantier de construction. Le Hawaii Kinui 2 vient d'être mis à l'eau aux Pays-Bas, en Europe. Ce navire de transport de fret commandé par la SNP desservira les Raromatei en remplacement du Hawaii Kinui 1. Mesurant près de 90 mètres de long, il pourra transporter 2000 tonnes de marchandises, beaucoup plus que le navire actuel.
Et aux îles sous le vent, le secteur du tourisme nautique est en pleine effervescence. Les réservations surprennent même les sociétés de charter qui, en temps normal, constatent un ralentissement en début de saison. Mais une ombre plane toujours sur cette activité. L'arrêté ministériel du 26 octobre 2023 qui encadre la circulation, le stationnement et le mouillage des bateaux dans le lagon de Réaté et de Taha. Les explications de Ronnie Moufat. Les sociétés de charter des îles sous le vent sont unanimes, la demande surpasse les prévisions. 2025 se présente comme une période particulièrement favorable pour le tourisme nautique, un secteur clé qui représente 65% de la capacité hôtelière des Raromatei et génère environ 3 milliards de francs de bénéfices économiques par an. Cependant, le décret ministériel du 26 octobre 2023 régissant la navigation, le stationnement et le mouillage des navires dans les lagons de Réaté et Taha entrave progressivement l'activité. Les experts du domaine expriment leur mécontentement face aux concertations dites à sens unique avec les municipalités et les services du pays, alors qu'une démarche conjointe permettrait d'équilibrer les exigences environnementales et touristiques. Qui nous mettent des endroits stratégiques où les touristes puissent faire quelque chose et non pas mouiller un endroit où tu n'as rien du côté récif à faire parce que tous les motos sont privés. Côté terre, c'est pareil. Le touriste n'a aucun intérêt de mouiller à des zones où il n'y a rien à faire. Nos clients ne sont pas séquestrés sur un bateau, on les emmène à terre, ils débarquent à terre, ils profitent des commerces locaux. On favorise en fait l'échange avec les populations locales. On regrette, nous, les boîtes de charter, que la communication soit faite un petit peu à sens unique et qu'on n'ait pas assez pris en compte ce qui était important pour nos clients. Quand un client, il faut qu'il fasse 2 km avec son petit dinghy pour aller sur un site de snorkeling, c'est juste... et d'une, c'est dangereux, et deux, c'est complètement contre-productif, quoi. Selon la Direction polynésienne des affaires maritimes, la DEPAM, ces mesures consistent avant tout à réguler la navigation et le séjour des voiliers itinérants en Polynésie. Bien sûr, on comprend toujours, c'est compréhensible que quand on change des règles du jeu, surtout quand il n'y en avait pas beaucoup avant et qu'il faut un peu mettre en place quelque chose pour qu'il y ait une harmonie entre tous les utilisateurs du plan d'eau, ça amène à réfléchir sur ce qu'on fait, ça amène à modifier ses pratiques. C'est vrai pour les acteurs touristiques, mais c'est vrai aussi pour la population. Grogne, tension, incompréhension. Les professionnels du secteur souhaitent également mettre un terme à la mauvaise réputation qu'ils subissent fréquemment. Tous assurent être engagés dans la mise en place de méthodes respectueuses de l'environnement. On entend souvent, oui, les gens de bateau, c'est des pollueurs. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Si jamais les poubelles sont pas triées ou si on a un retour d'une île qui nous dirait « et tel bateau a balancé ses poubelles à tel endroit », la sanction tombe immédiatement. On prend une caution de 200 €, 24 000 francs quand même. Alors les bateaux sont soucieux de l'environnement, hein. On est équipé de cuves à eau noire et tout ça, hein. On ne déverse pas tout dans le lagon. Les excursions en mer, en 4x4, la visite des vanneries et des fermes perlières, la plongée sous-marine et les dégustations gastronomiques contribuent au dynamisme économique des archipels. Le secteur crée plus de 300 postes d'emploi directs et presque le double en emplois indirects, témoignant de son importance incontournable pour le développement local. Et vous les avez déjà peut-être vus dans les médias, les blobs, à ces organismes spongieux qui ressemblent à des petits arbres jaunes, n'ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets. Ni animal, ni plante, ni même champignon. Le spécimen sans tête fascine. Une spécialiste des blobs est actuellement à Tahiti pour nous en dire plus sur cette créature. Laure Philibert et Mataïhour Hey l'ont suivi en forêt pour une séance d'observation. Elle s'intéresse aux petits êtres vivants. Audrey Dussutour est l'une des rares spécialistes des blobs. Ces organismes jaunes et gluants sont aussi présents à l'état sauvage, au Fénois, comme ici, dans la forêt éducative de Mataya, où il est facile de les observer. Le blob, son nom d'espèce, c'est Physarum polycéphalum. Il est jaune vif. C'est un organisme qui n'a qu'une seule cellule. Alors nous, on a 100 000 milliards à titre de comparaison. Nos cellules, nous, on ne les voit pas à l'œil nu. Si vous regardez votre peau, vous n'allez pas voir les cellules de votre peau. Par contre, un blob, ça fait jusqu'à 10 mètres carrés. Donc on ne peut pas le rater. C'est une cellule géante, c'est la plus grosse cellule. Si elle avait déjà soutenu un projet de sciences participatives dans une école de Papeete, Audrey Dussutour vient pour la première fois en Polynésie à l'initiative de ProScience, l'occasion de répondre à toutes les questions que suscitent
cet étrange organisme. On voit l'engouement dès qu'on parle de blob, tout le monde a vu des vidéos et ils trouvent l'organisme vraiment étonnant. Et puis en même temps, on ne sait pas vraiment comment il fonctionne, on se déconnecte quand même pas mal de notre environnement, on ne prend pas le temps d'observer et d'aller marcher dans les vallées. Et en tout cas avec ProScience, c'est à ça aussi quand on fait des ateliers avec les enfants ou même après dans cette forêt, remercie à OA de nous accueillir, quand il y a des scolaires qui viennent, c'est de ralentir, toujours aussi en étant aussi avec des gens qui connaissent. Ça crée une émulation, ça crée de la curiosité. Et on le voit après les enfants. Moi, j'ai souvent des enfants dans la rue qui m'appellent « Hé Tati, j'ai vu telle coccinelle là ou j'ai ça ». Donc on voit que ça marque le public. S'ils ne sont dotés que d'une unique cellule, les blobs ont néanmoins des super pouvoirs. En ce moment, je travaille par exemple sur le vieillissement chez le blob, parce que le blob est capable de rajeunir. Quelque chose qu'on ne sait pas faire nous, et on aimerait bien connaître son secret. Donc là, moi j'ai des blobs, ils ont plus de 60 ans au laboratoire et ils se portent très très bien. Il peut se mettre en dormance ou il peut fusionner avec un autre blob qui est plus jeune et récupérer cette jeunesse. Et donc au laboratoire, on alterne justement, on le garde vivant, on l'endort, on le garde vivant, on l'endort. Et à chaque endormissement, il rajeunit. Si vous adoptez un blob, Audrey Dussutour a réalisé des tutoriels pour vous expliquer comment s'en occuper et pour en savoir plus sur l'incroyable odyssée du blob, de la forêt à l'espace en passant par la Polynésie. Rendez-vous demain après-midi au musée Te Manaha. La nuit de la lecture 2025, c'est ce soir à la bibliothèque de l'Université de la Polynésie française, mais également à l'école Taïmoana, organisée par la municipalité de Papeete. Cet événement doit permettre aux familles des quartiers prioritaires de se réconcilier avec la lecture. Nous rejoignons en direct notre journaliste Nicolas Pérez. Bonsoir Nicolas, les familles ont-elles répondu présent à l'invitation de la commune de Papeete ? Bonsoir Davidson, alors oui c'est le cas, on peut le dire. Là je suis entouré encore une fois de familles nombreuses qui sont venues découvrir cette nuit de la lecture. Alors premier rendez-vous du week-end, c'est l'école Taïmoana qui ouvre le bal on va dire, avec son thème donc les patrimoines. Alors les 7 continents quasiment sont représentés parce que ce sont les patrimoines du monde à travers la lecture, les langues qui sont aujourd'hui proposées, mais pas que en fait, pour que ce soit également ludique en fait. L'éducation gérée en fait par la mairie de Papeete a proposer également des ateliers ludiques, des jeux, enfin vraiment toute une sorte d'ateliers pour permettre aux familles, aux petits comme aux grands, d'apprécier en fait tout simplement la lecture. Alors d'ailleurs, Davidson, vous le verrez, je vous ai déjà réservé un petit livre pour vous. Je sais que vous êtes un assidu de la lecture. Mais pour aller un peu plus précisément dans ce domaine, je vous invite à découvrir notre invité ce soir, qui est Maeva Colombani, élue en charge de l'éducation pour la mairie de Papeete. Alors, Maeva, une question toute simple, ce thème de la nuit de la lecture, les patrimoines, qu'est-ce qu'on a essayé en fait de proposer aux familles tout simplement ce soir ? Alors ce soir, cette nuit du patrimoine, on la voulait magique, on la voulait ouverte sur le monde et on ne voulait pas la faire que sur notre patrimoine puisqu'il y a un axe prioritaire dans la cour sur le patrimoine du pays. On voulait aussi l'ouvrir sur tous les patrimoines parce que c'est ce qui rassemble nos peuples. La lecture, c'est aujourd'hui un vrai défi en fait pour l'éducation, avec bien évidemment ces objets électroniques que l'on a dans la main quotidiennement, qui ont un peu gagné du terrain, voire même beaucoup de terrain depuis quelques années. C'est aujourd'hui ça votre défi, c'est refaire rentrer le livre dans les familles ? C'est refaire entrer le livre dans les familles, c'est surtout aussi montrer l'accessibilité, puisque la commune de la ville de Papeete entre déjà dans les familles par l'intermédiaire des bibliobus, par l'intermédiaire de nos bibliothèques, dont celle de Taïmoana, qui est la bibliothèque de la commune, qui compte dans son sein, et puis sur le projet de bibliothèques scolaires interactives dans nos écoles ouvertes aux familles. Alors je défleure en fait ce que vous m'avez dit tout à l'heure en off. Les familles sont réceptives en plus, quoi. C'est ça le grand soulagement de votre équipe. Les familles sont réceptives, elles sont demandeuses et elles sont ravies de réapprendre à parler du livre, à raconter le livre de toutes les manières dont on peut leur montrer et leur enseigner. Voilà, Davidson, ce que l'on pouvait dire ce soir en direct de l'école Taïmoana, qui sera ouverte donc jusqu'à 20h, n'est-ce pas Maeva ? Jusqu'à 20h, donc si vous êtes à la maison, Davidson, n'hésitez pas à venir découvrir en fait tous ces petits ateliers et bien évidemment l'ensemble de la population est conviée à venir à l'école Taïmoana avant de découvrir la deuxième nuit de la lecture demain à la Maison de la Culture. Voilà ce que l'on pouvait dire, Davidson, en direct de l'école Taïmoana. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions.
et encore bonne lecture. Comme le veut la tradition, le président Moïta Broederson a présenté ses vœux à l'ensemble des chefs de service et de l'administration du pays et aux directeurs d'établissement. Une centaine de responsables qui ont été dans un premier temps remerciés pour leur travail avant d'entendre les projets pour l'année 2025. Une année placée sous le signe de la performance pour offrir le meilleur service auprès de la population. Autre ligne et non des moindres avancées donc par le président, le temps de réforme. Après une année 2024 faite de concertation, le pays souhaite moderniser son administration avec notamment son projet Pépérou. Enfin, il a appelé à la plus grande vigilance concernant l'augmentation critique de la masse salariale du pays qui frôle les 35 milliards de francs pacifiques au budget 2025. Et allons-nous vers la fin des problèmes au registre du commerce et des sociétés. Depuis plusieurs années, les entreprises peinent à obtenir leur cabis, document essentiel à la vie d'une société. Les délais sont très longs, raison notamment du manque de greffiers. Un problème entendu par le président Emmanuel Macron qui a transféré la gestion du registre des commerces et des sociétés au pays en 2021. À début décembre, le gouvernement a nommé un gestionnaire qui a prêté serment depuis début janvier. Il s'appelle Gilles Lambert et sera uniquement affecté à ce service, mais il va falloir patienter quelques semaines, comme nous l'explique le président du pays, Moïta Broederson. L'amélioration et l'accélération au niveau du cabis, elle va se faire dans les semaines qui viennent, puisque nous avons nommé donc, il y a peu de temps le gestionnaire de ce cabis, de ce registre. C'était un process un peu compliqué, mais on était obligé de passer par ce process. Donc aujourd'hui, cette personne est en place, elle est en train de constituer son organisation. Et à partir de là, on devrait retrouver une situation normale pour nos entreprises. Et selon les instances du pays, le cabis sera bientôt délivré en 2 à 3 jours. La formation à l'arbitrage en Polynésie marque un tournant important pour la jeunesse et le sport local avec la première journée de formation. Elle a démarré dans une ambiance dynamique avec 380 élèves répartis sur plusieurs sites et plusieurs disciplines. L'objectif de l'USSP est de préparer de futurs arbitres capables de répondre à la demande croissante des clubs. Andy Ebb et Oriano Tefo ont assisté à cette première journée. C'est bon pour tout le monde? Allez, on refait. Défenseur qui commet la faute. D'un côté, les arbitres de touche se familiarisent avec le maniement du drapeau. De l'autre, les arbitres de centre s'exercent au sifflet. Entre gestuels et règlements, les élèves apprennent ainsi les rudiments de l'arbitrage en situation réelle, une manière de se mettre dans la peau d'un arbitre. La plupart du temps, je critiquais les arbitres alors que je ne savais même pas les règles. Du coup, c'est ce qui m'a motivé à venir faire ça. C'est difficile de voir les touches, les fautes et tout et tout. C'est très important parce que c'est déjà ça, les jeunes à la base, qui comprennent déjà les lois du jeu. Parce qu'une fois arrivés adultes, ils vont faire du n'importe quoi. Donc c'est déjà de les apprendre dès le plus jeune âge. Tout ce qui est faute, comment ils doivent se déplacer sur le terrain, comment ils doivent signaler les fautes, les hors-jeux, comment ils doivent les signaler sur les sorties de touche, sorties de but, les corners, tout ça on a vu en théorie. Et là, après de suite, on a mis en pratique sur le terrain. Foot, mais aussi basket, badminton ou encore volleyball. Au total, 7 disciplines sont concernées par ce dispositif pour un total de 400 apprentis. Une formation solide assurée par des cadres techniques des différentes fédérations concernées. Dans notre système de fonctionnement dans le sport scolaire, comme dans la plupart des compétitions fédérales, on a besoin d'arbitres, évidemment. Et nous, on a été allé encore plus loin puisqu'on oblige une équipe, une délégation qui vient par exemple faire des finales de Polynésie, de sport scolaire en basket, en football, en badminton, peu importe, à venir avec forcément un jeune arbitre qui va officier. Nous, ce ne sont pas les adultes qui officient en tant qu'arbitres, ce sont les jeunes qui officient en tant qu'arbitres. Donc voilà, c'est ça l'objectif final. Le programme se décline en 2 niveaux, le premier qui peut être validé au sein des associations sportives scolaires et un second à l'échelle territoriale qui implique plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est la première étape de certification théorique et ensuite la certification pratique se fera sur les finales de Polynésie. Cette formation se poursuivra tout au long de l'année, intégrant les différentes compétitions de l'Union du sport scolaire. Ces jeunes arbitres ont vocation à prendre la relève dans les clubs de la place, contribuant ainsi à l'essor du sport en Polynésie.
Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Votre soirée sur TET1 Télévision, ne manquez pas, juste après ce journal Atata Atumu, suivi donc de votre émission Underground, au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal. Merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TET1 Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.